Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Invitation au voyage. Alors aujourd'hui, j'avais envie de commencer par un proverbe suisse. Briser la montre n'arrête pas le temps qui fuit. Nous allons pourtant mettre le temps sur pause à Genève, cette ville qui a vu jaillir la passion fulgurante d'Ariane et Solal, les héros du chef-d'œuvre d'Albert Cohen, Belle du Seigneur, notre inspiration du jour. Se donner furieusement des baisers fraternels sur les joues, sur le front, sur les mains. Dites, c'est Dieu, n'est-ce pas? Les chantiers navals de Gdansk ont bien changé depuis les années 80. Expos, soirées techno. En revanche, ce qui ne bouge pas, c'est le désir de liberté dans cette ville qui a fait vaciller le bloc de l'Est. On y reviendra dans l'héritage. Le mur de Berlin est le dernier domino à être tombé. Le premier est tombé ici. Cueillir nous-mêmes du jacquier sur l'île de Java, voilà un instant de dépaysement qui ne se refuse pas. Le jacquier sera la base de notre recette du jour. Le goudeg est un plat délicieux qu'on peut manger à tout moment de la journée. Le mien est particulièrement bon parce qu'il est fait avec de l'amour et des prières. Ça lui donne une valeur inestimable. Un plat où les arômes de coriandre, d'ail et d'oignon viendront chatouiller nos papilles. Enfin, si je vous dis que l'une des armes les plus cruelles du XXe siècle a aussi permis de sauver des vies, vous me croyez? Comment a-t-on pu tirer profit du gaz moutarde? On verra ça tout à l'heure à Bari, en Italie. Et on commence comme chaque jour avec la devinette. Savez-vous comment Platon a-t-il été accueilli lorsqu'il s'est rendu à Syracuse? Avant d'être romaine, la Sicile est une colonie grecque dirigée par un tyran, Dénis l'Ancien. C'est sous son règne que Platon, le philosophe star d'Athènes, découvre l'île. Mais comment va-t-il être accueilli par Dénis Ier? Telle est la question du jour. Je vous laisse chercher la réponse, vous l'aurez comme d'habitude en fin d'émission. Car pour le moment, on a rendez-vous à Genève, cette ville qui est tellement polissée que les soupirs des amants de Belle du Seigneur n'en retentissent que plus fort. Genève qui transpire l'œuvre d'Albert Cohen, notre inspiration. Au début, au baiser, au plaisir de la femme, à la bouche de l'homme. Suc de jeunesse, trêve soudaine, et ils se considéraient avec enthousiasme, se reconnaissaient, se donnaient furieusement des baisers fraternels sur les joues, sur le front, sur les mains. Dites, c'est Dieu, n'est-ce pas? Demandait-elle égarée, souriante. Dites, vous m'aimez? Ces mots, lus par Albert Cohen, révèlent la passion fulgurante de Solal et d'Ariane, les héros de son chef-d'œuvre Belle du Seigneur, publié en 1968. Une flamme qu'il désire ardemment préserver de l'usure, autant que du petit théâtre social de la Genève des années 30, dans laquelle ils évoluent. Solal est fonctionnaire à la Société des Nations. Ariane s'ennuie auprès de son mari, Adrien Dom, un arriviste sans esprit qui travaille lui aussi pour cette organisation dont la mission est de préserver la paix en Europe. On ne peut pas imaginer Belle du Seigneur ailleurs qu'à Genève, par le territoire, par les ambiances, par la mentalité des gens, par cette culture de protestantisme, en même temps de cosmopolitisme avec toutes les organisations internationales. Ça veut vraiment dire quelque chose chez les personnages principaux, Ariane, Solal, Adrien Dom. S'il avait été transposé ailleurs, Belle du Seigneur n'aurait certainement pas eu le succès qu'il a eu. Belle du Seigneur, une histoire d'amour, mais aussi une satire de la Genève internationale de l'entre-deux-guerres qu'Albert Cohen a bien connue, car il y était diplomate. Il insuffle dans son roman l'esprit de la ville, entre mondanité, rigueur protestante et montée de l'antisémitisme. Un texte fleuve qu'il a écrit durant plus de 30 ans, dans cette Genève où il est devenu écrivain. Cohen ouvre sa comédie humaine avec le personnage de Solal, un déraciné. Un immigré grec comme lui, qui est né à Corfou et a grandi à Marseille. Un juif solitaire qu'Albert Cohen décrit comme dépourvu d'alliance et d'amitié héritée, devenu fonctionnaire de la Société des Nations seulement par son intelligence. Les oncles de Solal, surnommés dans le roman les Valeureux, lui rendent visite à Genève. Ils observent cet objet de curiosité que sont les protestants au parc des Bastillons, devant le mur des Réformateurs, l'un des symboles de la ville, érigé en hommage à Calvin et à ses idées.
À travers leur regard, Cohen raconte avec une autodérision toute juive sa propre découverte de Genève à l'âge de 19 ans pour étudier le droit. Ces valeureux viennent d'une île qui s'appelle Céphalonie, qui est au fond une transposition du Corfou natal d'Albert Cohen. Ils viennent du ghetto juif, ils sont très pauvres, mais ils sont absolument truculents. C'est des personnes qui manient la langue avec beaucoup de virtuosité. Je trouve que le seigneur Calvin a un peu le caractère de notre maître Moïse. Enfin, un peu seulement, car notre maître Moïse est incomparable. Mais enfin, ce Calvin me plaît beaucoup. Sévère, mais juste. Et on ne plaisante pas avec lui. Il y a ce parallèle-là qui intéressait beaucoup Albert Cohen lui-même, puisqu'il met en tension et en rapport la culture protestante et le judaïsme. C'est un peu comme les personnages des lettres persanes de Montesquieu qui découvrent un pays tout à fait exotique pour eux et qui sont étonnés par des choses qui peut-être n'étonneraient pas le Genevois lambda. Contrairement à Solal, Ariane est une enracinée. Dernière d'une longue lignée d'aristocrates protestants genevois, elle a été élevée par sa tante Léry, une calviniste, patriote qui vénère Genève presque autant que Calvin. Elle sortait tous les matins à 10 h. Elle allait visiter sa chère cité, voir si tout était en place. Si quelque imperfection la choquait, rampe décelée, ferrure menaçant de tomber, ou fontaine publique tarie, elle montait voir un de ces messieurs, c'est-à-dire qu'elle allait tancer un des membres du gouvernement genevois. Elle avait rompu avec une princesse anglaise aussi pieuse qu'elle, mais qui dans une lettre avait risqué une plaisanterie sur Genève. Donc c'est un personnage fondateur, c'est une figure calviniste qui plane au-dessus d'Ariane durant tout Belle du Seigneur. Tout ce qui concerne une part de sa psychologie est lié à l'éducation qu'elle a reçue à travers tante Léry. C'est une femme qui a une morale rigide, qui disait aux gens comment s'habiller, comment ne pas tomber dans l'ostentation. Elle reprise par exemple ses vêtements alors qu'elle vient d'une famille très aisée. Il y a aussi l'idée chez ces familles bien établies que quelque part la cité leur appartient parce que ces familles-là sont enracinées depuis très longtemps. Elles auraient finalement plus vocation que d'autres à dire comment devrait fonctionner le bien commun dans la cité de Calvin. Il faut savoir qu'Albert Cohen lui-même était marié à une femme protestante, une famille bien intégrée à Genève. Il a eu tout loisir d'observer le fonctionnement de cette société-là. Et par rapport à cette question du patriotisme genevois, je pense que ça le faisait rire. Ces familles établies côtoient les nouveaux riches dans un autre univers qui passionne Cohen, celui des organisations internationales implantées sur la rive droite de Genève. Il fustige dans son intrigue le mari d'Ariane, Adrien Deume, le subordonné de Solal à la Société des Nations, où s'agitent 700 fonctionnaires. Au milieu des années 30, elle occupe un bâtiment art déco, actuel siège de l'ONU. Arrivé devant le Palais des Nations, il le savoura, levant la tête et aspirant fort par les narines. Il en aima la puissance et les traitements. Un officiel, il était un officiel, nom d'un chien, et il travaillait dans un palais immense, tout neuf, archi-moderne, mon cher, tout le confort. Le microcosme de la Société des Nations, les fonctionnaires tels qu'il les dépeint, ne pensent qu'à leur ascension sociale d'une certaine façon. Ils sont obsédés à l'idée de passer de fonctionnaire B à fonctionnaire A. Adrien Deume n'a pas d'ambition sur le plan politique au sein de la Société des Nations. On le voit bien avec ses dossiers Cameroun et Palestine dont il ne s'occupe jamais finalement. Son activité principale, c'est soit de tailler ses crayons, soit de jouer aussi avec son agrafeuse. Il y a une scène absolument extraordinaire où Ariane est dans son bureau et elle lui pose des questions sur son travail. Et lui est totalement absorbé par la rapidité de son agrafeuse. Et après, que faites-vous de ces informations? Il la regarda avec curiosité. Quelle mouche la piquait? Eh bien, nous les soumettons à la commission permanente des mandats. Et ça, c'est ma petite mitrailleuse, tu vois, ajouta-t-il en montrant sa belle machine à agrafer. Je suis le seul de la section à avoir ce modèle. Cohen veut montrer la vacuité de cette organisation finalement et des fonctionnaires qui travaillent un peu en son sein. Son ambition était pourtant grande,
Née en 1919, elle est la première organisation intergouvernementale prônant la négociation collective et le désarmement. La Société des Nations suscite un véritable vent d'optimisme au moment où elle est créée. Et puis très vite, elle est totalement impuissante vis-à-vis des grands enjeux des années 30, de la montée du nazisme, du sort des réfugiés juifs allemands qui fuyaient le nazisme. C'est certain que cet échec a dû le toucher personnellement. Dans cette Genève de la diplomatie naissante, les fonctionnaires prolongent leurs réunions au sein des salons feutrés des hôtels de luxe de la rive droite. Sous la plume de Cohen, ils deviennent des lieux de stratégie sociale, où l'on ne s'adresse qu'aux invités les plus importants. C'est dans une soirée à l'hôtel Ritz que Solal tombe amoureux d'Ariane. En ce soir du Ritz, soir de destin, elle m'est apparue. Noble parmi les ignobles apparus, redoutable de beauté. Elle et moi, et nul autre en la cohue des réussisseurs et des avides d'importance. Nous deux seuls exilés, elle seule comme moi, et comme moi triste et méprisante et ne parlant à personne, seule amie d'elle-même. Et au premier battement de ses paupières, je l'ai connue. Il en tombe amoureux parce qu'il a l'impression que, comme lui, elle se place au-dessus par rapport à cette société d'ambitieux, de réussisseurs, comme il dit. Il donne cette impression que finalement, eux deux sont uniques et à côté de cette société. Parmi ces réussisseurs figure la famille Deum, Adrien et ses parents, qu'Albert Cohen fait résider de l'autre côté du lac, à Colonie, surnommée aujourd'hui la colline des millionnaires. Ariane y vit avec eux à l'étroit dans une maison qui, écrit Cohen, semblait en acajou tant elle était astiquée. La maison qu'il décrit, c'était une maison chalet. Elle dit beaucoup de ce que voudrait être la famille Deum, à savoir des gens qui ont véritablement envie de s'ancrer dans une espèce de suissitude. Il y avait quelque chose de ringard. Ce sont des nouveaux riches, ce sont des parvenus qui essayent véritablement d'en être. Cohen, il est impitoyable avec les Deum. Ils sont vraiment ridicules de bout en bout. Ils sont toujours en retard d'un train sur les tendances, sur les modes. Ils sont pétris de pseudo-bonnes intentions et en fait, ils sont terriblement méchants à l'égard de leur personnel de maison. Ils sont méprisants et ils rampent devant plus riches qu'eux. C'est vraiment abominable. Et c'est à l'insu des Deum, affairés à paraître riches, qu'Ariane reçoit Solal dans la maison familiale, transgressant sans retenue sa morale calviniste. Il y a une scène étonnante où Ariane en fait, se prépare à l'arrivée de son amour absolu que représente Solal, et elle est en train de décorer cette maison, de tout agencer. Et en même temps, Albert Cohen nous ramène à un fait divers, un ouvrier qui se suicide de ne plus avoir de travail, d'être dans la pauvreté. Elle et lui seraient davantage ensemble de se voir ensemble dans la glace. Ils aimeraient les subtiles harmonies de ces teintes délicates, vert et rose. De plaisir, elle aspira longuement, tandis qu'au même moment, un nommé Louis Bovard, ouvrier âgé de 70 ans, dépourvu de piano et même de tapis persan, trop âgé pour trouver de l'embauche et seul au monde, se jetait dans le lac de Genève, sans même en admirer les teintes délicates et les subtiles harmonies. Et à un moment, c'est vraiment une claque qui nous met pour nous ramener à une sorte de réalité, pour nous montrer la violence du monde qu'il déplore en permanence, les inégalités sociales qui existent à Genève. Même si, effectivement, la ville est riche, la ville est propre, il y a aussi une pauvreté, il y a aussi une misère sociale qu'il ne faut pas oublier. Pendant quelques mois, pourtant, les amants vivent leur passion, dévorante, puis destructrice. Solal, jaloux, violent, séducteur omnipotent d'une Ariane naïve, narcissique et asservie, tous deux aveugles à une réalité qui les rattrape. La montée de l'antisémitisme contamine cette ville au carrefour de l'Europe. Et Solal s'extrait de son envoûtement pour s'occuper du sort des Juifs. Un échec. Les portes se ferment. De surcroît, Solal, qui s'en révolte, est exclu de la Société des Nations. Le couple s'exile quelques mois en France, puis revient dans cette Genève qui se veut morale et à laquelle il est tant attaché. Mais aux yeux de Solal, l'éclat de leur amour s'éternit. Albert Cohen, je pense qu'il a compris l'ADN de Genève, véritablement,
de ses habitants, de son territoire, avec parfois une critique féroce, parfois vraiment, sinon de l'amour, du moins une grande affection pour les gens, pour le territoire, pour un fonctionnement sociétal. C'est quelque chose qui est très important chez lui. Voilà de nouveau à Genève, de nouveau au Ritz. Le premier soir, lorsqu'elle dansait avec lui, elle reculait la tête pour mieux le voir, qui lui murmurait des merveilles qu'elle ne comprenait pas toujours, car elle le regardait trop. Mais quand il lui avait dit qu'ils étaient amoureux, elle avait compris. Et maintenant? Genève, où il a vécu pendant presque 50 ans après avoir obtenu la nationalité suisse, sera la toile de fond de la quasi-totalité des romans d'Albert Cohen. Et pour Belle du Seigneur, considérée comme une œuvre majeure de la littérature du XXe siècle, mais qui fait l'objet d'une relecture critique de la part des féministes, l'écrivain a reçu le prix de l'Académie française en 1968. Il avait 73 ans. On quitte les rives du lac Léman pour grimper dans la montagne, découvrir le fromage des morts. Alors déjà que le fromage, c'est pas mon truc, celui-là, je vais vraiment laisser Thomas Chauvineau vous expliquer ce que c'est. C'est le clin d'œil. C'est un val suisse qui concentre 5 sommets de plus de 4000 mètres surnommés Couronne impériale, le Val d'Anniviers. Avant le développement d'un domaine skiable, le quotidien y était plutôt rude et on y a longtemps vécu de peu. Et au village de Vissois, on a conservé une tradition qu'on pourrait qualifier à la fois de gastronomique et de mortuaire. Faire en sorte, de son vivant, qu'à sa mort, les proches du défunt aient de quoi boire et manger le jour de son enterrement. Et qu'est-ce qu'on mange en Suisse ? Du fromage. À Vissois, le fromage qu'on sert pour ce dernier repas s'appelle le fromage des morts. Ce fromage, on le protège et on le bichonne, on le retourne et on le frotte une fois l'an. Un fromage conservé dans les caves des maisons, suspendu entre 2 plaques de tôle pour éviter que les rongeurs ne viennent se servir. Imaginez un peu le tableau si le dernier souvenir que vous laissez sur Terre, c'est un fromage grignoté par une souris. En général, ce fromage, on le met en cave le jour de son mariage. Ce jour-là, on passe devant monsieur le curé en se disant que peut-être la prochaine fois que je passerai devant, je serai entre 4 planches. Dans une bande dessinée signée Marcel G, on peut voir une touchante scène entre un père et son fils à la cave. L'un dit à l'autre « Voilà le fromage que tu serviras le jour où je ne serai plus là ». Ce fromage reste donc en cave, 40, 50, 60 ans en fonction des cas. Ça peut d'ailleurs poser un problème aux convives. Il faut limite l'attaquer à la hache pour le couper. Et en bouche, on est plutôt proche du parchemin qu'autre chose. Le goût, c'est simple, c'est du savon. Les affineurs le savent, dans un fromage qui a passé trop de temps en cave, la matière grasse se décompose, il devient d'abord rance et prend ensuite ce petit goût de savon, c'est la saponification. Mais c'est aussi une façon d'apprivoiser la mort, en y pensant dès son mariage, en le retournant une fois l'an. Ce n'est pas franchement un cadeau à ceux qui restent, mais ça permet au moins de partir en paix. Nouvelle étape dans Invitation Voyage, on s'arrête en Pologne, à Gdansk. Une ville ultra dynamique, où 2 mots résonnent forcément, surtout quand on se rend dans les chantiers navals, liberté et solidarité. Lech Walesa, porté en champion des droits et de l'émancipation des travailleurs. Cette scène iconique de l'histoire récente est indissociable d'une ville, Gdansk. Dans ce port du nord de la Pologne, en 1980, les ouvriers du chantier naval donnent naissance au premier syndicat indépendant de toute l'Europe communiste, Solidarność, et ouvrent la voie à des années de combat couronnées en 1989 par l'effondrement du bloc communiste. La liberté est un pilier du chantier naval de Gdansk. C'est ici que les grèves ont commencé. C'est ici qu'on a crié à plusieurs reprises les mots « liberté »,« changement ». Si Gdansk s'obstine ainsi à revendiquer sa liberté, ce n'est pas un hasard, plutôt le résultat de siècles de lutte de ses habitants qui, face à toutes les tentatives de domination, se sont obstinés à faire de leur cité portuaire une ville souveraine. Son autonomie, Gdansk l'a gagnée d'abord par sa puissance marchande.
Ouverte sur la mer, à mi-chemin entre Hambourg et les pays baltes, elle sait tirer profit de sa position stratégique pour constituer une plateforme d'échanges commerciaux dès le XIIIe siècle. Elle devient l'une des cités clés de la Hanse, cette association souveraine de villes marchandes de la mer du Nord et de la Baltique. La Ligue hanséatique était même capable de mener ses propres guerres. Et dans le cas de Gdansk, c'était crucial, parce que de nombreux dangers menaçaient le commerce maritime, en particulier la piraterie. La Hanse était en mesure d'assurer la sécurité du transport maritime, de l'organiser, de veiller à ce que tout se passe comme prévu et que les marchandises et l'argent atteignent les destinations voulues. Gdansk peut se prévaloir alors d'être l'une des villes les plus riches d'Europe. Une métropole vibrante d'activités, composée d'une multitude de communautés et de différentes confessions qui se croisent sous les voûtes de la cour d'Artus et partagent un intérêt commun, préserver leur fortune et leur indépendance. À leur tête, les patriciens siègent à l'hôtel de ville. Les patriciens régnaient sur la ville parce qu'ils faisaient partie des autorités municipales, se faisaient élire comme maires, exerçaient les activités judiciaires, avaient le droit de faire appliquer les lois. Surtout, ils veillaient à ce que leur ville soit un organisme politique et économique distinct, une cité-État indépendante. Sous leur houlette, Gdansk ne s'en laisse pas compter par les potentats voisins qui lorgnent sa fortune et sa position stratégique. Au XVe siècle, elle se libère des chevaliers teutoniques en soutenant le roi polonais Casimir IV et obtient de nombreux privilèges l'apparentant à une cité-État. Mais toutes les forces réunies des habitants de la ville ne peuvent rien contre les puissances rassemblées de la Prusse, de l'Autriche et de la Russie, quand celle-ci se partage, au XVIIIe siècle, le royaume de Pologne. Passée en territoire germanique, Gdansk devient Danzig. Elle procure aux Allemands à la fois un centre industriel puissant et une destination de villégiature dans la commune voisine de Sopot. Mais sur ces plages à l'atmosphère paisible, vient planer au XXe siècle la menace la plus redoutable de l'histoire de la ville. Après la Première Guerre mondiale, la Pologne retrouve son indépendance. Le traité de Versailles fait de Danzig une ville libre, mais une ville enclavée dans le territoire polonais, alors qu'elle est peuplée en majorité d'Allemands. Par refus de toute obédience à la Pologne voisine, ces derniers votent comme un seul homme en 1933 pour le parti nazi. Ce processus de nazification s'est accéléré au cours des 2 ou 3 dernières années avant le début de la Seconde Guerre mondiale. Et c'était particulièrement visible ici. La communauté juive était une cible pour eux. Ils ont donc créé une plage séparée avec un panneau indiquant qu'elle était réservée aux Ariens et interdite aux Juifs. C'est notamment pour annexer au Troisième Reich ce territoire hautement symbolique qu'Hitler envoie ses troupes fondre sur la Pologne le 1er septembre 1939, signant ainsi le début de la Seconde Guerre mondiale. Ravagée à 90% par les bombardements, la ville est libérée par l'Armée rouge en 1945, rebaptisée Gdansk et réintégrée à la Pologne, sans se douter qu'elle s'apprête à passer sous l'emprise d'un autre totalitarisme. Dans l'immédiat après-guerre, tout espoir est permis, car son chantier naval forme la tête de pont de la reconstruction du pays et un phare pour ses habitants comme la famille de Jaroslav Żurawiński, mais aussi pour les populations de toute l'Europe orientale.
Des milliers de personnes sont arrivées ici à la fin des années 40 et au début des années 50. C'était pour eux une formidable opportunité. Ces gens n'avaient aucune formation. Et c'est ici qu'ils ont commencé à acquérir une expérience. Ils avaient tout à apprendre. Et ils ont notamment appris à construire des bateaux. C'était comme une ville dans la ville. Ce qui est important, c'est que ce n'était pas seulement un chantier naval. C'était un endroit qui offrait à tous la chance de vivre une vie normale. Je me souviens que ce qui m'impressionnait, c'est qu'à toute heure, du jour ou de la nuit, dans le chantier naval, même le samedi et le dimanche, il y avait toujours des petits pains frais. Ça peut sembler banal, mais quelqu'un qui franchissait cette porte savait qu'il n'aurait pas à craindre la faim. Et à cette époque, c'était fondamental. Tant que le travail et le pain abondent, Gdansk s'accommode de la mainmise du régime soviétique. Mais à la suite d'une hausse brutale des prix, en 1970, les travailleurs manifestent pour de meilleurs salaires. Ils découvrent alors, médusés, à quel point les dirigeants méprisent toute notion de liberté. La répression fait 3000 prisonniers et plus de 40 morts. Il faut attendre 10 ans pour que le monument aux ouvriers des chantiers navals tombés en 1970 à Gdansk soit élevé ici. C'est un monument symbolique car c'est le premier monument dédié aux victimes du communisme à avoir été édifié en Pologne. Et peut-être même dans l'ensemble des pays de démocratie populaire, c'est-à-dire les pays communistes. S'il est finalement érigé fin 1980, c'est que cette année-là, le mouvement de rébellion des ouvriers de Gdansk s'est ravivé, plus puissant que jamais. C'est une nouvelle hausse des prix qui met le feu aux poudres, ainsi que le licenciement d'une femme, opératrice de grue, qui prend la tête du mouvement, Anna Valentinovich. À ses côtés, un autre ouvrier, lui aussi licencié 5 ans auparavant, Lech Walesa. Tous partagent avec l'Église catholique un anticommunisme profond, et tous ont en mémoire la phrase prononcée 1 an plus tôt à Varsovie par le pape polonais Jean-Paul II « N'ayez pas peur ». Et c'est porté par cette injonction décisive qu'ils déclenchent en juillet 1980 le plus grand mouvement social de l'histoire de la Pologne. En 1980, j'avais 14 ans et je ne savais pas que j'assistais à un événement historique. Voilà comment, le 14 août, les 17 000 ouvriers des chantiers navals de Gdansk se mettent en grève sous les encouragements de nombreux habitants de la ville. Parmi eux se trouve un étudiant militant, Donald Tusk, l'actuel chef de file de l'opposition libérale en Pologne. Le 31 août, une foule s'est rassemblée ici dès les premières heures de l'après-midi. Vers 17h, un cortège est apparu. Lech Walesa ne marchait pas, il était tout simplement porté. Des milliers d'ouvriers en grève, entre 12 et 20 000 personnes selon les estimations, s'étaient massés à l'extérieur du chantier. Lech Walesa, en tant que leader, a annoncé la fin de la grève. Il a déclaré « Ça y est, nous avons enfin des syndicats indépendants et autonomes. Nous avons le droit de grève et bientôt, nous combattrons pour d'autres droits. » Après que ces mots ont été prononcés, il y a eu un silence de plomb. Et puis, les cris de joie ont retenti. Le portail a été ouvert et tous ceux qui étaient là, qu'ils soient d'un côté de la grille ou de l'autre, ont pu se retrouver et s'embrasser. Il y a eu beaucoup de tumulte, beaucoup d'émotions, beaucoup de larmes. Ce qui s'est passé ce jour-là est pour moi l'un des événements les plus importants de ma vie. L'accord, inimaginable quelques semaines plus tôt, prévoit notamment le droit à la grève, la hausse des salaires et surtout la création d'un syndicat indépendant baptisé Solidarność, Solidarité. Le combat n'est pas terminé. La loi martiale est par la suite décrétée, Lech Walesa emprisonné
et le syndicat entre dans la clandestinité pour n'être légalisé qu'en 1989. Mais à Gdansk, la mécanique d'émancipation est lancée, inexorablement. Il n'y aurait pas eu d'effondrement du communisme en Europe sans les événements survenus en Pologne en 1970, puis en 1980. Je compare toujours à des dominos. Le mur de Berlin est le dernier domino à être tombé. Le premier est tombé ici. L'objectif avait été atteint. À Gdansk, comme dans toute la Pologne, la chute du système soviétique provoque la victoire de la démocratie en même temps que celle du capitalisme mondialisé. Face à la concurrence internationale, les chantiers navals périclitent. Mais récemment, la jeunesse et les artistes s'en sont emparés pour en faire des lieux alternatifs, témoins d'une histoire séculaire de lutte pour la liberté. L'emblème le plus important ici, même si c'est sans doute évident, ce sont les grues. Elles sont les témoins d'une histoire particulièrement agitée. On a pensé les vendre, les mettre à la casse, on ne pensait plus les utiliser. Mais leur valeur symbolique était trop importante pour les habitants. Lorsque nous avons élaboré un projet pour faire évoluer ce quartier, ce qui est ressorti, c'est que ces grues sont aussi importantes pour Gdansk que la Tour Eiffel pour Paris. Tous ceux qui créent ici continuent de se battre pour préserver cette idée de liberté, la liberté d'action, de créer. Ces valeurs résonnent encore très fort dans ces lieux et sont très présentes pour tous ceux qui y interviennent. La suite se déroule sur l'île de Java et risque de déconcerter légèrement vos papilles avec le plat que nous réserve Aoi. Je m'appelle Aoi. Je travaille ici en tant que chef de ce restaurant au pied du volcan Marapi. Le goudeg est une spécialité typique de la région de Jogja. On le mange généralement quand il y a un événement de la vie quotidienne à célébrer, comme des mariages ou des rassemblements religieux. Le goudeg est un plat délicieux qu'on peut manger à tout moment de la journée. Le mien est particulièrement bon parce qu'il est fait avec de l'amour et des prières. Ça lui donne une valeur inestimable. Je vais commencer avec mes graines de coriandre. J'ajoute un peu d'eau pour pouvoir les broyer plus facilement. Je prie toujours quand je cuisine. J'espère être bénie par le prophète. C'est assez ramolli. Je peux ajouter ail et oignons. Ensuite, nous allons passer en cuisine pour tout faire revenir. J'utilise de l'huile végétale. De préférence, réutilisez une huile qui a déjà servi, pas une huile qui sort de la bouteille. Les vieilles huiles donnent plus de goût au goudeg. On ajoute notre pâte et on laisse frire jusqu'à ce que ça sente bon. Voilà,
C'est le moment d'ajouter du sucre de noix de coco. La nourriture indonésienne, et surtout celle du centre de Java, est à dominante sucrée. Il faut avancer vers l'est de l'île pour trouver des plats un peu plus salés. C'est typique là-bas. Ça commence à se solidifier comme du caramel. J'ajoute maintenant notre fruit du jacquier. Je prie pour que ce soit délicieux. Je vais goûter pour ajuster l'assaisonnement. C'est délicieux. Dans une quinzaine de minutes, ce sera prêt. Pourquoi chantez-vous des prières? Parce que je suis vieille. Je ne connais pas de chansons à la mode. Je chante surtout pour que le prophète m'assiste quand je cuisine. Il est temps de passer à table. Notre goudeg est prêt. Il faut le servir avec quelques accompagnements. Généralement du poulet, des œufs de canne et du tofu. Pour manger un bon goudeg, le mieux est de tout mélanger. Ensuite, il n'y a plus qu'à se régaler. C'est quoi ça, mamie? C'est juste de l'eau pour laver tes mains. Le goudeg se mange avec les mains. C'est meilleur comme ça. À la place des assiettes, on utilise ce qu'on appelle ici un pinkuk. C'est une feuille de banane avec un peu d'huile. Alors, c'est bon, n'est-ce pas? C'est délicieux. Bon appétit tout le monde. Direction le sud de l'Italie maintenant. À Bari, vous allez découvrir l'origine improbable d'un traitement désormais incontournable contre certaines formes de cancer. Bari, le chef-lieu des Pouilles, et son port, ouvert sur la mer Adriatique, sont considérés comme la porte de l'Italie vers le Moyen-Orient et les Balkans. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Bari est le théâtre d'une terrible tragédie militaire et humaine qui, de façon inattendue, a permis une avancée décisive sur un autre front, celui de la lutte contre le cancer. Cette histoire, longtemps classée top secret, nous est racontée par Annabella De Robertis. Elle commence avec l'arrivée des forces alliées à Bari en septembre 1943. Le port de Bari est à cette époque un endroit stratégique pour les Alliés. Ils sont engagés sur le front adriatique et soutiennent la résistance en Yougoslavie et ont fait du port de Bari un centre de ravitaillement pour les troupes en partance vers les Balkans. Le front de la guerre est loin, à plus de 200 km au nord de la ville. Aussi, à Bari, militaires et civils profitent d'une douceur de vivre qui annonce déjà l'après-guerre. Personne ne peut en effet imaginer ce qu'il va se produire dans la soirée du 2 décembre 1943. Le port de Bari est en pleine activité. Les Alliés travaillent tard dans la soirée et laissent les lumières allumées jusqu'à 19h30. Cela signifie que le port est une cible facile pour la Luftwaffe, qui rôde autour de cette zone depuis plusieurs semaines déjà. À 19h30, l'alarme anti-aérienne se déclenche et quelques minutes plus tard, les bombardiers de la Luftwaffe arrivent. Ce sont les Junkers 88 qui lancent un raid extrêmement violent. En 20 minutes, il coule une vingtaine de navires britanniques et américains
et détruisent 31 000 tonnes de matériel. Ce port est rendu inutilisable pendant 3 semaines. 1 millier de soldats et des centaines de civils perdent la vie. Ce bombardement aérien, survenu quasiment 2 ans après celui de Pearl Harbor sur l'archipel d'Hawaï, est aussitôt surnommé le Petit Pearl Harbor. Le 3 décembre, Bari se réveille à nouveau dans le cauchemar de la guerre. Des centaines de blessés affluent dans les hôpitaux. Mais dans les heures qui suivent, d'étranges choses commencent à apparaître. Les blessés manifestent des brûlures, sans avoir été en contact direct avec les explosions dans le port. D'autres blessés qui semblaient aller bien meurent soudainement. On commence alors à avancer l'hypothèse d'une contamination d'origine chimique. Une théorie qui justifie l'envoi sur place d'un jeune et brillant médecin militaire américain, Stuart Alexander. Arrivé 5 jours après l'attaque, il observe chez les malades des symptômes tels que des cloques sur la peau, une forte soif, des vomissements, qui confirment les suspicions. Mais de quel agent chimique peut-il s'agir ? L'odeur qui flotte dans les hôpitaux le met sur la piste. Stuart Alexander est l'un des plus grands experts en matière d'armes chimiques. En quelques heures, il comprend ce qu'il s'est passé. Les symptômes indiquent clairement les effets d'une contamination au gaz moutarde. L'usage de ce gaz, qui avait décimé les soldats de la Première Guerre mondiale, a pourtant été banni par le protocole de Genève en 1925. Les Allemands auraient-ils donc violé la loi internationale ? L'enquête d'Alexander aboutit à une toute autre conclusion. Le commandement allié se garde bien de révéler le contenu de la cargaison de l'un des plus grands navires amarrés dans le port le soir du 2 décembre 1943. Il s'agit du John Harvey, un cargo américain qui transporte cette arme chimique très dangereuse, le gaz moutarde. En explosant, le cargo déverse ses 2000 bombes de gaz dans le port. Ce qui ne manque pas de contaminer les nombreux marins qui se jettent à la mer pour échapper aux explosions. Alexander décide d'en informer Roosevelt et Churchill. Mais c'est peine perdue. Son rapport est immédiatement censuré. De fait, la nouvelle reste top secret. Personne ne sera informé de la présence de gaz moutarde à Bari, même dans les décennies suivantes. C'est seulement dans les années 60, avec la publication du livre de Glenn Infield sur le désastre de Bari, que l'histoire est révélée au grand public. Sous la pression des bombardements sur Londres et face à la rumeur constante de l'utilisation d'armes chimiques par les nazis, Churchill s'était résolu à se servir du gaz moutarde en dernier recours. C'est ce stock qui a été touché par les bombardements allemands. Le port de Bari restera contaminé par le gaz moutarde pendant de nombreuses années. Il est même encore arrivé que ces dernières années, des pêcheurs trouvent dans leurs filets des mines non explosées, des bombes contenant encore du gaz moutarde. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Alexander est stupéfait par les effets dévastateurs du gaz moutarde sur les globules blancs des malades. Alexander se rend compte que le gaz moutarde a des effets positifs pour lutter contre certaines formes de cancer. Concrètement, le gaz moutarde contrecarre le développement des globules blancs. À partir de là, dans les années suivantes, un énorme projet de recherche est lancé par des scientifiques américains qui conduit à la naissance de la chimiothérapie. Voilà comment une tragédie aussi terrible que le bombardement de Bari a eu, si on peut dire, un impact heureux sur la recherche sur le cancer. Possiamo dire un risvolto positivo per quanto riguarda la ricerca sul cancro. On reste en Italie pour la devinette. En début d'émission, je vous demandais comment Platon avait été accueilli à Syracuse. Eh bien, la réponse, c'est mal, très mal. En fait, il a failli être vendu comme esclave. Vers 380 avant Jésus-Christ, la Sicile est dirigée par un tyran, Dénis l'Ancien. Et la rencontre entre le philosophe et le leader va très mal se passer. Platon lui dit ses 4 vérités sur son manque de vertu, sur sa brutalité. Dénis Ier l'expulse et ordonne qu'il soit vendu comme esclave. Heureusement, c'est un riche admirateur de Platon qui va le reconnaître, qui va le racheter et lui rendre sa liberté. Il va même lui offrir un terrain à Athènes où Platon créera son académie, d'où sortiront des penseurs comme Aristote. Bis bald.